très heureux de vous retrouver ici pour célébrer ces 21e rencontres de la mode ici à Hyères, organisées en partenariat avec la Fédération de la mode et de la couture et le défi. C'est une tradition depuis 21 ans maintenant, dans les 37 ans depuis 37 ans que dure le festival, et c'est Didier Grandbach, notre président d'honneur, qui a créé ce moment. Alors vous savez que cette année, toutes ces rencontres ont tourné autour du métaverse, et c'était marrant parce que hier après-midi, avec la ministre de la Culture, Rima Malak, elle avait une jeune artiste qui expose à la Villa en ce moment, qui s'appelle Manon Davier, qui lui demandait si elle n'était pas inquiète de cet arrivée et de cette existence du métaverse. Et la ministre a répondu que pour occuper cette nouvelle scène, il faudrait beaucoup d'artistes pour habiller tout le monde, décorer tout le monde et faire rêver tout le monde. Voilà. Donc c'était en tous les cas une réponse assez précise et qui donnait une voix vers cette nouvelle aventure que Pascal Morand, qui préside ces rencontres et la fédération, a choisi en collaboration avec nous de vous présenter durant ce samedi à Hyères. Donc voilà, merci beaucoup Pascal de cette collaboration fructueuse et fort sympathique. Merci à tous. Et pour une vraie introduction qui va intervenir, c'est effectivement la 21e année. Ça fait bizarre de penser que c'est la 21e année que je m'en occupe. Voilà, c'est un autre sujet, et c'est formidable que ces rencontres soient de plus en plus intégrées, qui étaient des rencontres professionnelles, c'est tout au départ, mais dans le cadre du festival, pleinement, et c'est un sujet qu'on a choisi ensemble. J'ai proposé à Jean-Pierre, et immédiatement, tu as dit métaverse virtualisation, je propose que c'est un focus total sur ça. Jean-Pierre a dit c'est bien, de toute façon, on était d'accord pour dire que c'était d'autant plus opportun que personne n'y comprend rien. Donc une autre manière de résumer la journée, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le métaverse sans jamais avoir osé le demander. Donc, je fais un mot de commentaires sur ça. D'abord, rappeler qu'est-ce que ça veut dire cette confusion, et ça va être clarifié aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des énormes différences entre ce qui est supposé être le métaverse et la virtualisation. Est-ce que c'est un univers particulier? Est-ce que c'est l'ensemble des univers? Est-ce que l'ensemble de ces univers peut aussi s'appartenir à lui-même? Ça renvoie à d'autres questions de logique formelle, mais c'est notre histoire. On sait très bien aussi qu'il y a des algorithmes de type différents. On sait très bien qu'il y a pas grand-chose à voir, enfin, ça va nous être dit aujourd'hui, entre le prototypage virtuel façon Clos ou d'autres d'un côté, et je ne sais pas, Witcherana et Decentraland, voilà, c'est des choses complètement différentes, un univers imaginaire ou un univers qui fait le lien entre le virtuel et le virtuel, entre le virtuel et le réel. Moi, je voudrais juste rappeler une chose par rapport à ça. C'est qu'évidemment, les auteurs qui imaginent les choses, les personnes qui imaginent les choses, sont les auteurs souvent de science-fiction. Bien souvent. Sans revenir à Verne et à Asimov, c'est quand même comme ça que ça se passe. Et je voudrais rappeler maintenant, ça se sait de plus en plus, je voudrais quand même dire un mot sur ça. D'où ça vient cette histoire? Pourquoi on parle de métaverse? D'abord, on pourrait parler de métavers, pas de métaverse. Je peux me retenir métavers, j'aime bien métaverse, il fait froid dehors, je le ressens systématiquement, mais c'est pas le... Voilà, bon, ça me saoule un peu trop, bon. Mais pourquoi? Parce que ça a été imaginé, vous savez probablement, je le rappelle, par un immense écrivain de science-fiction, qui est Neil Stephenson, dans un roman de 1992 qui s'appelle Snow Crash, et en français le samouraï virtuel. Et pourquoi est-ce qu'il a pris ce mot? Parce qu'il considérait que le virtuel rentrait de plus en plus dans la réalité, que la réalité ne voulait plus dire grand-chose, et qu'en gros le mot réalité virtuelle était un oxymore. Donc il a juste imaginé, il a fait, comme on dit en anglais, a portmanteau world, j'aime bien cette expression, portmanteau, P-O-R-T-M-A-N-T-E-A-U, et en collant méta à univers, comme on peut connaître ça, à d'autres concepts. C'est ça qui s'est passé, en imaginant le futur. Alors est-ce que le futur sera en 3D, est-ce qu'il sera en 2D? Qu'est-ce que ça veut dire que l'imaginaire? Parce qu'il n'y a pas besoin de se plonger dans la technologie pour imaginer que l'imaginaire est partout. Et que c'est pas la peine de même, comme disait Pierre Macorlan, et comme le rappelait Pierre Berger, de dire qu'on a besoin de voyager physiquement. Pour voyager, on peut le faire différemment, de voyageurs éclairés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je voudrais juste une dernière chose sur ça.
30 ans après, Karine, si t'as pas eu d'en parler, je suis désolé. L'habitude. 30 ans après, Neil Stephenson vient de faire une annonce il y a quelques mois. Il vient de lancer tout un nouveau projet avec alors je ne vais peut-être pas prononcer son nom, Peter Vinicius, voilà, qui est un spécialiste et un expert et un entrepreneur de la blockchain. Et ils viennent de lancer une société, ils veulent lancer un métavers ouvert qui s'appelle Lamina One. Et l'idée c'est quoi? C'est là qu'on voit, d'ailleurs on va parler de blockchain, il y a des liens avec dans tout ça, entre toutes ces réalités technologiques. L'idée de Neil Stephenson, c'est de dire qu'il faut faire attention à tout ce qui se passe et qu'il faut faire en sorte que les créateurs artistiques et technologiques aient la liberté de créer. Et c'est pour ça qu'il veut faire, c'est ça le projet de Lamina One. Alors on sait aussi qu'il y a des opportunités partout. On sait l'importance in fine de la technologie, et c'est pour ça que l'idée qu'on a eue, donc ce qu'on a voulu faire, c'est de démarrer par un panel sur les enjeux d'innovation, technologique et non technologique. Il y a déjà quelqu'un qui vient de partir. Alors, je crois que j'avais déjà écœuré, puis c'était Nicolas, il est venu chercher, ne vous inquiétez pas, il est là. Donc, Benjamin, il part pas. Non, il y a du monde là, je veux dire, tu mets dans une position difficile. Et donc voilà, c'est plaisant ce qu'il a. Ça va se réunir tout à l'heure. Donc de démarrer par l'innovation, ensuite les règles du jeu, avec aussi dans les règles du jeu toute cette dimension aussi environnementale. D'ailleurs, Lamina One, le projet, c'est qu'il soit carbone négatif, donc voilà, c'est plein de questions derrière, complexes. Et puis ensuite, évidemment, nous sommes d'ailleurs, donc nous convergeons naturellement et dans une joyeuse sérénité vers la création. Qu'est-ce que ça autorise, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça induit en matière de création, et avec les arts de la création, de la mode et de la photo, des industries créatives et du design, qui imprègnent notre être à tous, particulièrement dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons chaque année, avec, quand je veux dire, cette fois-ci encore à Mer le Soleil, dans ce très beau festival de hier, et où nous sommes réunis grâce à Pascal, grâce à Jean-Pierre. Ma phrase est assez longue, je l'ai presque terminée. J'introduis une dernière virgule pendant que Clarisse n'écoute pas. Mais maintenant, c'est bien qu'elle écoute parce que je vais parler d'elle. Je vous remercie chaleureusement les filles et chaleureusement le Clarisse pour le soutien constant que vous nous accordez avec la plus grande bienveillance. Oh, Et alors moi, je me permets, Pascal, de rebondir dans cette ambiance très détendue ce matin, juste pour boucler la boucle. Marie-Laure Denoy, il y avait beaucoup de passion, mais une passion très spécifique, on la découvre dans ses scrapbooks, c'est la science-fiction. Wow. Trop fort. Et faites attention à ce que vous dites dans tout ça, parce que tout est enregistré. Hein. Merci, messieurs. Allez, on va commencer les discussions parce qu'il y a pas mal d'éclairages à faire. On n'aura pas toutes les solutions ce soir, hein. Pascal, je ne m'engagerai pas là-dessus. Mais j'appelle donc pour cette première table ronde Métaverse, Innovation technologique et nouveaux modèles, François Bourdon, Michael Jaïs, s'il vous plaît, messieurs, Andreas Kaplan, Grégory Boutet, qui j'oublie, Arnaud Guggenbuhl et puis Clara Cornet. Si vous voulez bien me rejoindre, est-ce qu'on va avoir une chaise pour tout le monde? C'est bon. ça c'est ma place. Alors, il y a une chaise pour tout le monde, pas un micro pour tout le monde. Je vais bien vouloir vous le passer, voilà, quand on va discuter. Je fais un petit tour de table quand même rapide pour les présentations et puis après on commence la discussion. À ma gauche, François Bourdon, académicien des technologies, artiste, photographe, pionnier du big data. J'ai rien oublié. Bon, ça suffira pour tout de suite. Ensuite, on a Michael Jaïs, PDG de Launchmetrics. On en reviendra tout à l'heure. On a Givaudan qui est avec nous, avec Arnaud Guggenbuhl, directeur marketing Fine Fragrance. Bonjour Arnaud. On a également Andreas Kaplan,
avec nous aujourd'hui prof à l'ESCP, prof de marketing et conseiller académique de la Fédération. Grégory Boutet également avec nous de chez Kering, qui est le directeur du digital et de la relation client depuis 5 ans, c'est ça maintenant, hein? Absolument. Et Clara Cornet également est avec nous, je garde le meilleur pour la fin, Fashion and Beauty Partnership Instagram, donc représentante de la grande maison Meta, avec nous. Alors, 1 milliard d'usagers d'ici 8 ans, marché de 50 milliards de dollars d'ici 2030, hein, d'après Morgan Stanley. On est sur ces chiffres-là. Ouais, mais de quoi on parle, justement? Web3, Metaverse, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est important de le préciser parce que parfois on fait. Alors, par exemple, j'ai appris qu'il y avait du Metaverse 2 et du Metaverse 3. C'est pas la même chose, on va y revenir là-dessus. Et puis, c'est un relais de croissance additionnel, Grégory, ou vraiment une révolution des business models? C'est ça aussi qu'on va soulever comme question avec vous. Mais je crois que, du coup, pour commencer, un petit mot, François Bron, sur peut-être le rappel de ces vocables, très rapidement, et de savoir, je vous poserai également la question aux uns et aux autres, mais de quoi on parle? De quoi on parle quand on parle virtualisation, métavers, etc. Bah, c'est une bonne question. Tiens, j'ai changé de registre, ça devait être la soirée hier soir. D'habitude, j'ai la voix un peu plus haute. Le Web 3, je ne sais pas bien ce que c'est, vu que le Web 2, je ne suis pas sûr d'avoir même compris en fait exactement ce que c'est. Ce que je comprends, c'est que le Web 3, c'est la promesse de se promener un peu partout dans une espèce d'authentification délocalisée. La fluidité du parcours sur Internet. Aujourd'hui, vous allez sur un site, vous rentrez un mot de passe, vous changez de site, vous rentrez un mot de passe, etc. Donc c'est cette promesse de grande fluidité. En même temps, quand vous mettez ça en face de la guéguerre que se livrent Meta et Apple sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, on peut avoir quelques doutes sur l'interopérabilité de ces plateformes et sur la promesse qu'il y a derrière. Donc le Web 3, déjà, c'est ça. Ensuite, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, pour la plupart des gens qui ne sont pas de la partie, je pense que c'est pareil, c'est le truc virtuel. Mais pas vraiment. La réalité augmentée, c'est plutôt ce sur quoi vise Apple, c'est de dire on va augmenter la réalité avec des informations supplémentaires. Ils travaillent sur des lunettes qui vont rajouter, par exemple, les directions, tourner à gauche, tourner à droite, quelque part. Alors je vous ai préparé un petit truc. Moi, je suis un petit peu sceptique, vous allez voir, hein, sur le métaverse, parce que, on va en discuter longuement, mais si le métaverse, ça marche vraiment, à quoi on va ressembler? Est-ce que, comme dans le film Matrix, on va être des cerveaux qui flottent dans un liquide nutritif avec des cordons ombilicaux, et puis on va vivre des expériences virtuelles dans un corps complètement dématérialisé? Alors, je vous fais tout de suite, ça va détendre l'atmosphère pour Si vous voulez que je tienne le micro pour votre démo. Oui, c'est gentil. Non, attendez, d'abord je parle, après je donne le micro. Donc en fait, bon, il se trouve que je suis aussi artiste photographe, et depuis ce matin également je travaille dans la mode, puis ma nouvelle carrière, c'est vous oublier. Mais donc j'ai demandé à un artiste qui travaille sur la photographie faite par intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est des machines à qui on fait apprendre, mettons, des millions de tableaux classifiés avec des mots-clés, c'est incourbé, c'est sombre, il y a telle couleur, etc. Et on les fait digérer tout ça, et ensuite on fait marcher la machine à l'envers. On dit, alors quelle serait l'image qu'il faudrait mettre pour faire reconnaître à la machine pour qu'elle donne les mots-clés que je vais lui donner? Et donc j'ai fait un pitch à cet artiste qui est un ami, je lui ai dit, voilà, imaginez que le métaverse ça marche, on peut le croire. Dans ce cas-là, à quoi on va ressembler à ce fameux cerveau qui flotte dans un fluide? Alors génère-moi une image qui évoque ça. Donc c'est pas une photo, c'est pas une peinture, c'est quelque chose que la machine a généré d'après des millions d'images qu'elle a digérées en la faisant marcher à l'envers, non pas en classification, mais en synthèse de l'image qu'il faudrait mettre pour avoir cette classification. Et alors voilà le résultat, je vais vous le montrer. Alors, c'est rigolo, je crois en plus, parce qu'on parle de dématérialiser des sacs pour les mettre dans le monde virtuel. Ben moi, j'ai matérialisé un truc dans le monde virtuel, dans le monde réel. Ça peut marcher dans votre sens. Et voilà. Alors voilà. Dans quelques années, si le métaverse marche, on ressemblera à ça. Je vous assure, hein. C'est vraiment à ça qu'on ressemblera. Voilà, on pourra le mettre sur le site de le deep learning, c'est-à-dire de faire apprendre sur des jeux de données des trucs et ensuite les faire marcher en classification. Dis-moi ce que tu vois. Tu es dans une voiture, on croise une autre voiture, attention, tu es en train de croiser une voiture, ou tiens, dis-moi ce que sera le futur du métaverse.
Et alors, le métaverse, de quoi il est fait? Qu'est-ce que c'est? Quelle est votre définition à vous, Grégory Boutet? Je vais essayer de rebondir sur les nombreuses choses qu'a dit François. Nous, une chose qui nous a aidé chez Kering, c'est de différencier les deux, métaverse et Web3. Métaverse, je pense, c'est assez, en tout cas pour nous, assez facile à comprendre. C'est l'ensemble des mondes virtuels dans lesquels on vit de plus en plus, dans lesquels nos clients passent de plus en plus de temps. Si on regarde sur les 10 dernières années, le temps passé devant nos écrans, alors on peut le regretter, mais c'est une réalité, que ce soit mobile ou desktop, a triplé sur les 10 dernières années. D'accord, on passe en moyenne, nous tous, entre 3 et 4 heures devant nos écrans chaque jour. Donc ça c'est en moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui passent beaucoup plus de temps. Et donc, de plus en plus de gens passent de plus en plus de temps dans des mondes virtuels. Et ces mondes virtuels, c'est pas juste la métaverse un petit peu peut-être anxiogène dont on peut parler de temps en temps, c'est quand on est sur un call sur Zoom, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on fait des jeux vidéo, et de manière plus naissante aujourd'hui quand on est sur The Sandbox, sur Decentraland, on est dans le métavers, la métavers, je sais pas, dans ces mondes virtuels. Et pour nous et pour nos maisons, on voit ça comme une opportunité pour nos maisons de s'exprimer, de continuer à créer l'émotion autour de leur collection, autour de leurs produits, dans ces espaces virtuels dans lesquels nos clients passent de plus en plus de temps. Et puis c'est aussi une opportunité d'un point de vue produit, parce qu'on parlait du sac à main dématérialisé, on constate que dans ces mondes virtuels, nos clients répliquent un certain nombre de comportements qu'ils ont dans le monde réel, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'exprimer leur personnalité, exprimer parfois aussi leur statut, et c'est une opportunité pour nous de créer des produits qui leur permettent de faire ça. Et on l'a fait, vous avez probablement vu cette collaboration entre Balenciaga et Fortnite, qui est dans cette veine d'offrir à nos clients un moyen d'exprimer leur appartenance à une communauté Balenciaga, d'exprimer leur personnalité au travers de produits digitaux qu'ils peuvent utiliser dans des jeux vidéo. Donc ça, c'est le métavers. Je vous fais venir au Web3 juste après. J'aimerais d'abord la définition du métaverse par Clara Cornet. Horizon World. Alors, justement, j'allais rebondir notamment sur ce qu'a dit Pascal, sur cette question, on se dit, est-ce qu'on va se retrouver un peu tout seul? Est-ce qu'il y a cette solitude, justement, qu'on voit sur cette photo? Nous, on a chez Meta une plateforme qui s'appelle Horizon World, qui est donc notre plateforme pour vous, avec une infinie possibilité de créer des mondes et de pouvoir y accéder via un casque qui s'appelle le Quest. Je suis un peu didactique, mais c'est juste pour être sûr qu'on est tous sur le même niveau d'information. Il faut savoir que sur le shop de Horizon World, les applications les plus téléchargées aujourd'hui sont des applications de métaverse social. Et justement, qui sont en fait à terme des applications de jeu ou des applications de travail et qui montrent qu'il y a ce besoin d'interagir même dans le métaverse. Donc c'est pas du tout une expérience seule, individuelle, mais vraiment sociétale et sociale. Et c'est ce qu'on voit nous aujourd'hui. C'est pour ça que pour Meta, qui est un groupe de réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il y a un tel envie et investissement justement pour continuer de créer plus d'expériences, pour connecter plus de gens. Mais qu'on comprenne bien, Horizon World, c'est un monde. Horizon World, c'est un monde qui est celui de Meta. Et dans cette plateforme de monde, il y aura la possibilité pour chacun de pouvoir justement créer, générer différentes expériences, que ce soit aujourd'hui on voit des créatifs qui se mettent sur Horizon World et qui créent leur monde, que ce soit un monde pour faire du jazz, que ce soit un monde pour pouvoir jouer, que ce soit... En fait, ce sont des mondes qui sont créés par des développeurs et qui se retrouvent sur Horizon World et qui permettent en fait de générer des expériences. Et pour intégrer ces mondes, il faut bien sûr un avatar et toute cette problématique justement de comment définir son individualité dans ces mondes via les avatars, via ce qu'on appelle les wearables, donc toutes ces nouvelles notions de créer du vêtement pour votre personnalité digitale. Alors on y viendra tout à l'heure. Merci beaucoup Clara. Alors le Web3, Grégory. J'étais un petit peu interrompu dans mon raisonnement, je vais pouvoir revenir. Donc, d'un côté le métavers, de l'autre le Web3. Donc au métavers on y est, et je pense que tout le monde y a plus ou moins accès, et c'est à peu près ce que c'est. Le Web3 nous intéresse particulièrement chez Kering, et on reconnaît que c'est extrêmement naissant. Donc il y a un scénario où ça ne marche absolument pas, comme beaucoup d'innovations, mais il y a un scénario où ça marche, et on pense que c'est une vraie rupture technologique, en tout cas qui est porteuse de beaucoup de promesses, notamment pour le monde de la création. Et donc sans rentrer trop dans les détails techniques, le vrai changement avec le Web3 selon nous, c'est que pour la première fois, un bien digital va pouvoir devenir unique. Vous avez tous entendu probablement parler du NFT.
Oublions la couche technique qu'il y a derrière le NFT. La vraie nouveauté du NFT, c'est que pour la première fois, un bien digital est unique. Point 1. Point 2, encore plus intéressant pour les créateurs de contenu, c'est que ce bien unique, on va être capable de le tracer. Et de pouvoir, en le traçant, rémunérer les créateurs. D'accord ? Et donc, c'est là que se trouve la vraie rupture technologique et qui intéresse particulièrement les industries créatives comme la nôtre. Et pour faire un peu peut-être un pas en arrière en parlant du Web 1, Web 2 très rapidement, dans une phase qui était très statique, on dit qu'on pouvait seulement lire dans cette phase où c'était des pages HTML statiques, on pouvait juste consommer du contenu. Le Web 2, on peut toujours consommer ce contenu, mais on peut interagir avec ce contenu, on peut créer du contenu nous-mêmes. Et c'est au travers de ce Web 1, Web 2 que sont nées d'immenses boîtes tech qu'on connaît tous, avec lesquelles on interagit, AOL dans le passé, Google, Facebook, Amazon, qui ont tiré l'innovation pendant ces deux phases de Web 1, Web 2. Et ce qui est intéressant, on revient avec tout le COMEX de Kering d'un voyage dans la Silicon Valley, où justement on a parlé du Web 3, et on a rencontré pas uniquement des entrepreneurs et des grosses boîtes tech, on était chez Facebook également, on a aussi rencontré des artistes. Et c'est la première fois qu'on fait comme ça un voyage d'innovation et de technologie où il y a autant d'artistes dans les discussions, parce que les artistes, et c'est un élément qui ressort, c'est que autant le Web 1 et le Web 2 étaient tirés par l'innovation était tirée par des entreprises profondément technologiques, pour la première fois le Web 3 est une révolution technologique qui est tirée par les créateurs, qui ont bien compris la rupture technologique qui est derrière. Et du coup, nous, en tant qu'entreprise de luxe, nos maisons l'ont bien comprise et on est en train, fidèle à notre approche de l'innovation, qui est une approche très ouverte, on fait beaucoup d'expérimentation et qui ne présage pas de si oui ou non le Web 3 va devenir grand public, mais qui en tout cas nous permet de mieux comprendre l'appétence de nos clients et surtout le potentiel de cette technologie pour notre industrie. Et quand on regarde le succès des collections aujourd'hui sur le Web 3, donc des collections de NFT que vous avez tous probablement vues, elles sont basées sur justement cette unicité du produit, sur la créativité, et sur ce sentiment de communauté, qui sont trois valeurs qui sont très proches de ce que font nos maisons de luxe. Elles sont très créatives, donc elles sont capables de créer des produits qui sont très attractifs pour nos clients, des produits qui sont exclusifs, un petit peu uniques, et un sentiment de communauté. Donc on pense que ces valeurs sont très proches de ce qu'on fait dans le luxe, et c'est pour ça que nos maisons, Gucci et Balenciaga en tête, ont lancé pas mal, vous avez probablement vu, de collaborations avec Super Plastic et les NFT qu'on a lancés autour de Super Gucci, la dernière collection qu'on a lancée d'objets d'art digitaux. Voilà, autant d'expérimentations pour nous permettre de comprendre le potentiel de cette technologie, de voir à quel point elles peuvent servir nos clients dans le futur. Vous êtes assez précurseur, on va y revenir justement, vous allez nous raconter votre approche, parce que ce que vous dites c'est qu'il faut qu'on y soit, parce qu'il se passe des choses, ça va évoluer, ça peut aller très vite, ça peut faire des flops aussi, mais à un moment donné il faut qu'on se penche dessus. Comment vous voyez quand on est dans le parfum, Arnaud, c'est un peu plus compliqué, non, il y a déjà eu des choses, je crois que c'est Givenchy Parfum, en tout cas il y a déjà eu des choses, Estée Lauder, etc., qui sont allés dans ce métavers. Comment on appréhende la chose quand on travaille dans le parfum comme vous? Je sais que vous avez déjà fait des étapes, on passera à la suite après, mais comment vous appréhendez la chose aujourd'hui? En fait, pour nous, ce qui est hyper intéressant, c'est on est assez proche de la vision de Kering, c'est que c'est une façon pour nous d'appréhender un rapport au consommateur complètement différent, où on va non plus être dans une phase seulement transactionnelle, mais on va pouvoir recréer de l'émotionnel, en fait, puisqu'on est en prise directe avec lui, et on va pouvoir, grâce à des visions artistiques, mais grâce aussi à des visions éducatives et pédagogiques, finalement, réinteragir avec le consommateur et permettre, puisque nous, on est maison de création, on n'est pas marque, mais permettre aux marques aussi de se réapproprier leur storytelling. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de marques, notamment en parfum, qui perdent une énorme partie de leur storytelling, qui finalement n'atteint jamais sa cible finale qui est le consommateur, puisque le consommateur, quand il a acheté un produit, se retrouve face à une conseillère, et encore quand il a de la chance, mais il perd finalement tout un historique. Et quand on voit toute la création qu'il y a derrière, quand on voit les engagements artistiques des maisons, les engagements artistiques pour nous des parfumeurs, quand on voit finalement la créativité qu'il y a derrière, c'est quand même dommage que tous ces messages n'accèdent pas jusqu'au consommateur final. Et grâce à ces systèmes, soit par des créations artistiques visuelles, soit évidemment par des
choses plus de gaming et des systèmes de gaming, on peut réussir à faire de la pédagogie, du storytelling et à toucher de façon très émotionnelle les consommateurs. Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place avant de rentrer dans l'étape 2? Mais je crois que vous avez déjà travaillé avec Ubisoft il y a quelques années de ça, et vous avez un outil de réalité virtuelle. En fait, nous, on est exactement dans cette phase progressive. On apprend avec le système aussi. Donc, on a commencé avec le gaming, qui est l'origine finalement de ces métavers, de ces mondes virtuels, donc avec des partenariats. On sait qu'aujourd'hui, Parfum a un rapport émotionnel, et donc on peut, d'un point de vue gaming, en fait, susciter la même émotion sur un avatar que ce qu'on aurait en réel, en fait, quand on se parfume. On sait exactement quel parfum entraîne quelle émotion, donc il suffit, dans un jeu, au lieu d'aller récupérer une carte d'invisibilité ou une grenade, d'aller récupérer un parfum virtuel pour que son avatar ressente finalement et sente du coup la même émotion que ce qu'il aurait en réel. Ça, c'est une étape 1, et donc c'est ce qu'on fait quand on travaille avec des gamers et avec des entreprises de jeux vidéo. Étape 2, on a travaillé sur la réalité augmentée. On vous a distribué des gels hydroalcooliques. Vous pouvez tester cet outil. En fait, il suffit de scanner le QR code qui est sur le gel hydroalcoolique et vous allez voir des informations qui vont apparaître sur votre écran. Donc, ça a une étape supplémentaire. C'est exactement ce que vous disiez. C'est comment est-ce qu'en réalité augmentée, on arrive à donner plus de contenu sur un produit directement au consommateur. Étape 3, on dématérialise nos parfumeurs aujourd'hui, et donc on est en train, avec un système qui s'appelle Hology, de réussir à créer des hologrammes de parfumeurs qui pourront apparaître chez vous dans votre salle de bain, qui pourront apparaître chez Sephora si vous voulez au moment où vous êtes en train d'acheter la chose, pour rajouter du contenu et avoir des choses encore plus poussées, plus émotionnelles. Et dernière étape, mais je pense qu'on en reparlera, c'est la synesthésie et comment faire sentir sans sentir et comment créer ce lien émotionnel, artistique par le digital et par les mondes des métavers. Petit teasing, on laisse en suspens, vous nous raconterez ça tout à l'heure, Arnaud. Grégory, vous nous avez expliqué, vous faites du test and learn, de l'open proactif. Votre idée, c'est bien sûr de tester, de faire de l'empirique. Vous nous avez parlé des tests dans les maisons, vous nous avez parlé de votre vie dans la Silicon Valley. D'ailleurs, vous êtes rapproché d'entrepreneurs et de start-up. C'est bien ça aussi pour avancer, parce que les savoir-faire, ils ne sont pas forcément dans les maisons actuellement. Absolument. Alors, ils commencent, on a créé des équipes digitales et d'innovation dans quasiment toutes les maisons du groupe. Mais en effet, donc, peut-être pour prendre un pas de recul, bien évidemment, le luxe et le succès des maisons comme celle de Kering sont basés principalement sur la créativité, l'émotion qu'on arrive à créer autour de nos produits, l'expérience en magasin et la qualité de nos produits. Maintenant, on a la conviction chez Kering, et qui est portée par François-Henri Pinault, que l'innovation peut augmenter quasiment l'intégralité de notre chaîne de valeur, la chaîne de valeur du luxe et des expériences qu'on offre à nos clients. Vous regardez la distribution peut être augmentée par le e-commerce, même le développement produit. On utilise de plus en plus de plateformes digitales pour itérer sur et créer de nouveaux produits. Donc on est convaincu que l'innovation est clé pour notre industrie et peut augmenter l'ensemble des expériences qu'on donne à nos clients et même la façon dont on gère notre business. Du coup, on a une approche de l'innovation qui est en effet très ouverte. On ne voit pas l'innovation comme une menace qui va mettre en danger notre business. Au contraire, dès qu'il y a une nouvelle tendance, on a plutôt tendance à considérer ça comme une opportunité et on a envie d'aller s'y frotter avant même que ça devienne quelque chose de confirmé. Et on a envie de mettre en place cette... François-Henri aime bien dire que chez Kering, c'est en anglais, donc je vais le faire en anglais, mais on ne fait pas wait and see, on fait test and learn. Et c'est une approche vraiment qui cascade au sein de l'ensemble de l'organisation. Donc on est là pour, quand il y a une nouvelle tendance, essayer de la tester pour voir si oui ou non ça confirme les hypothèses qu'on a et si oui ou non ça peut augmenter notre business et les expériences qu'on donne à nos clients. C'est une approche qui est aussi pragmatique. Parce que on ne veut pas juste que l'innovation ce soit des PowerPoint où on se dit tiens il va peut-être se passer ça et puis on attend de voir. On veut aussi faire des choses pour apprendre et c'est pour ça qu'on a plusieurs façons d'exécuter. On fait soit des expérimentations avec nos maisons, donc ce dont je parlais tout à l'heure, l'époque, c'est pas un très beau mot, mais on expérimente. Donc la collection que Gucci a lancée avec Super Plastic, la première collection de NFT qu'ils ont lancée, est une expérimentation pour comprendre un NFT, comment ça marche, comment les clients réagissent, comment est-ce qu'on anime cette communauté en utilisant d'autres réseaux sociaux type Discord. Voilà, c'est des choses qu'on apprend en faisant. Et on a un deuxième moyen d'exécuter qui est de nous rapprocher de start-up et d'entrepreneurs qui travaillent sur des sujets qui sont proches de nos thèses.
et on utilise des investissements dans ces startups pour justement nous rapprocher d'une équipe d'entrepreneurs talentueuses qui travaillent tous les jours sur des sujets sur lesquels on n'est pas très sûr s'ils vont marcher, et on investit dans ces startups pour apprendre avec eux et sans mettre en danger nos maisons sur des sujets qui peuvent être un peu plus risqués. Donc c'est comme ça qu'on a créé une entité qui s'appelle Kering Ventures, qui investit dans des startups, et on a investi récemment dans pas mal de sujets qui sont, alors certains qui touchent le métavers et le Web3. On a investi dans un fonds qui est le plus gros fonds de crypto, qui est créé aux US par une personne qui s'appelle Cathy Owen, qui nous permet, nous, de mettre un pied dans cet écosystème, d'être au plus près de ces partenaires qui comprennent très bien, qui voient toutes les startups du sujet, et d'apprendre de ce qui se passe et des différentes tendances. On a également investi dans Superplastic, qui est, j'espère que vous connaissez, mais c'est pas le cas, c'est une boîte qui a été très tôt dans les NFT, et là encore on travaille main dans la main avec ces entrepreneurs, on apprend de ce qu'ils font. Mais après, on a investi aussi dans d'autres business models. On a investi dans Vestiaire Collective il y a 18 mois sur un marché de la seconde main qui est très, très important pour notre industrie. On investit aussi dans des startups qui font des nouveaux matériaux. Voilà. Donc tous les sujets qui sont importants pour le futur du luxe, on a envie de faire des choses nous-mêmes avec les maisons, mais aussi de se rapprocher d'entrepreneurs talentueux qui font avancer ces sujets pour qu'on soit prêt lorsqu'ils deviennent plus grand public. Et effectivement, et vous le rappeliez en commençant à répondre à la question, vous avez quand même 200 personnes avec vous, un rue Monsieur désormais qui travaillent sur ce Kering Imagination Lab, c'est ça? Innovation Lab? Absolument, une belle initiative qu'on a lancée, on pourra parler tout à l'heure, je ne vais pas monopoliser la parole. Clara Cornet, allez, on va y rentrer dans cette Horizon World, parce qu'en plus, vous êtes, j'allais dire remonté comme un coucou, mais c'est presque ça, parce que Mark Zuckerberg a parlé en début de semaine, et donc c'était le grand rendez-vous Connect avec toutes les nouveautés qui vous concernent. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui vous fait dire que... Parce que c'est vrai, quand on a dit Meta, on nous dit, oui, ça va être dans 5 ans, c'est pas tout de suite, alors... Tout le monde se dit, bon, ils sont gentils avec leurs annonces, mais quand est-ce que ça arrive, quoi? Tout le monde est un petit peu pressé, finalement. Je pense qu'il y a de l'attente auprès de vous. Mais ça y est, regardez, ça bouge. Alors, racontez-nous les annonces toutes fraîches, les petites nouvelles fraîches. Alors, merci Karine. Juste pour replacer un tout petit peu, moi j'ai intégré les équipes de Meta sous Instagram il y a 2 ans et demi. Il y a à peu près 1 an, on a changé de nom et on nous appelle désormais Meta. C'était pas juste un coup marketing, c'était vraiment pour donner vie à cette vision qu'a Mark Zuckerberg pour faire en sorte que tout l'écosystème des plateformes de Meta, donc que ce soit WhatsApp, Instagram, Facebook et le fameux Horizon World, qui est notre plateforme véritablement en réalité virtuelle qui accueille de multiples différents mondes, vous y avez accès aujourd'hui en achetant un headset. Vous allez me dire, alors déjà, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui ont des headsets. Donc vraiment, c'est un outil qui vous permet de... C'est le casque de réalité virtuelle. Nous, ce qu'on a annoncé avant-hier, c'est justement dans la roadmap de pouvoir donner accès à nos différents mondes sur un écran, sur desktop ou sur mobile. Ça, c'est considérablement important parce qu'en fait, déjà, c'est un investissement pour nos ingénieurs qui travaillent dessus, mais aussi parce que ça va permettre à tous nos différents utilisateurs de pouvoir accéder à ces différents mondes, justement, sur écran. Donc, c'est pour montrer aussi cette volonté de démocratiser. Et il y a aussi le deuxième point, c'était l'ouverture. Donc, pour Mark Zuckerberg et pour Meta, c'est vraiment cette valeur d'openness. On a de nombreux développeurs qui travaillent sur Horizon World, qui créent leur propre monde, et ce besoin en fait d'interopérer ces différents mondes. Donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait il y a plein de jeux, ou même des salles de travail, ou bien même des salles de concert qui existent sur cette plateforme qui est Horizon World. Et aujourd'hui, ce qui est l'enjeu pour Meta, je parle vraiment de la plateforme qui sera différente selon tous les différents outils et boîtes de tech, mais pour nous l'enjeu c'est justement d'être ouvert et de pouvoir interopérer les différents mondes. Ce qui signifie qu'en fait quand vous créez votre avatar, parce que ça c'est vraiment la première clé d'entrée pour rentrer dans ces différentes plateformes, il va falloir faire en sorte qu'ils puissent justement naviguer à travers les différents univers qui sont présents. On avait d'ailleurs lancé en Test and Learn avec Kering notamment une marketplace pour avoir des looks sur les avatars de Meta qui sont disponibles en test actuellement sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp. Le test n'étant pas sur la France. Donc, je suis navrée, malheureusement vous ne l'avez pas sur vos téléphones. Mais en tout cas, il va se lancer en réalité virtuelle dans les prochaines semaines et justement avec cette envie de pouvoir faire
évoluer les différents avatars sur différents mondes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est interopérer les mondes qui sont sur Horizon World et justement pouvoir faire évoluer ces avatars qui sont actuellement sur Instagram ou sur Facebook, qui vont arriver en réalité virtuelle et qui vont pouvoir en fait justement créer de la cohésion sur les différents mondes. Si ça peut éclairer un petit peu sur les grandes annonces qui ont été faites avant-hier, et notamment aussi un nouveau casque de réalité virtuelle, mais je ne rentre pas là-dessus parce que je pense que ce qui est le plus important, c'est le côté démocratique et la roadmap sur... Mais vous n'avez pas parlé des jambes. Et les jambes, qui était ma passion personnellement, parce que quand on a lancé Avatar Marketplace, notamment avec Balenciaga, notamment avec Prada, nous avions en test de faire ces total looks, sauf que nous n'avions pas de jambes. Donc en fait, il faut se rendre compte que c'est extrêmement complexe pour nos ingénieurs de générer des avatars qui fonctionnent. Au début, on n'avait pas de bras. Il faut quand même se rendre compte parce qu'il a fallu que les outils détectent les mouvements des bras. Pourquoi ? Ce que j'ai appris, c'est que si vos bras partent comme ça, votre cerveau va avoir hyper mal au cœur et ça va vraiment complètement... on rentre dans cette image-là de... Voilà, on n'est pas des cerveaux qui flottent. Le cerveau, il marche quand même. Hein. Donc si mon bras, il part comme ça, je vais avoir très mal au cœur dans mon device. Et donc il faut attendre que les technologies permettent que... Ça donne mal au cœur. Voilà, ça donne mal au cœur, ça donne hyper mal au cœur. Donc c'est pour ça que cette promesse de se dire, bon, méta change et devient méta. Mais quoi en fait ? Quoi en fait ? C'est une recherche constante, approfondie, qui essaye de faire le plus de sens possible aussi pour tous nos utilisateurs. Il y a quand même 1 personne sur 2 dans la planète qui utilise une des applications méta. Donc l'idée, ça a été de lancer tout d'abord le tronc, qui justement vous permettait donc de ne pas être ce cerveau un peu décorrélé du reste du corps. Et là, depuis avant-hier, de lancer les jambes, parce que la technologie nous permet aujourd'hui de pouvoir détecter les mouvements des jambes et de faire en sorte que vos jambes ne se trouvent pas à la verticale alors qu'en fait vous êtes assis, mais véritablement que vous puissiez marcher, donc ce qui va avoir des impacts considérables, notamment sur les applications fitness, qui sont des applications extrêmement populaires sur les différents mondes de Horizon. Et oui, on s'adapte au temps de l'innovation, c'est bien ça aujourd'hui, votre avancée à tous les deux. Andreas Kaplan, pardon, je ne vous ai pas fait encore parler, mais je le disais, ce sera un grand marché pour la mode. Du coup, tout ça, Morgan Stanley parle de 50 milliards de dollars. Donc comment on s'en empare ? Est-ce que c'est justement par cette interopérabilité dont parlait Clara, c'est-à-dire à un moment donné du physique au virtuel, du virtuel au physique, et c'est peut-être comme ça, vous avez peut-être quelques exemples à nous présenter, que l'on va pouvoir s'acclimater et rentrer dans le virtuel quand on ne le maîtrise pas. Certainement. Enfin, ça dépend. Bien évidemment, les jeunes, ils ont l'habitude parce qu'avec les jeux, ils sont très familiers avec ce qui est la virtualité. Après, je pense aussi les plus âgés, ce ne sera pas un vrai problème parce que moi, les premières recherches que j'ai fait sur Second Life, du coup, c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait 2 types de personnes dans Second Life. Il y avait ceux pour qui c'était un jeu, c'était, voilà, on passe du temps. Ils se sont lassés assez rapidement, après 3-6 mois, ils ont quitté Second Life. Mais il y avait un deuxième groupe de gens qui sont restés pendant des années. Pour eux, c'était une extension de leur vraie vie. Ils passaient les journées sur Second Life et c'était pas les jeunes. C'était plutôt les gens 35, 45, 50 ans qui, enfin, je vais le dire un peu brutalement, qui avaient, on ferait dire, pas une vraie vie. Ils n'avaient pas une première vie. Donc ils préféraient être dans le deuxième vie, dans Second Life. C'était des gens qui étaient divorcés, qui avaient, enfin, vraiment des gens... Non, mais, c'est triste. qui avaient passé leur premier divorce, qui pour eux, enfin c'était pas les jeunes qui passaient toute la journée sur Second Life, parce que du coup quand on leur a demandé mais pourquoi tu veux pas passer plus de temps dans Second Life, ils ont dit parce que j'ai une vraie vie en dehors. Et donc je pense que ça sera pas il y aura un groupe qui va très rapidement se familiariser avec ce qui est le métaverse, et ça va pas être que les jeunes. Après, en termes de marketing, et justement cette combinaison entre monde virtuel et monde réel, je pense il faut pas faire la même erreur que les entreprises ont fait en début de l'e-commerce,
en juste prenant les produits physiques et les process et juste mettre la même chose sur Internet. Donc il y a un exemple où je trouve une marque a très bien fait, pour vous montrer un peu de quoi je parle. Il y a Nike qui a lancé ses baskets virtuelles. Je ne sais pas plus s'ils ont vendu ou s'ils ont fait cadeau. Mais en gros, c'était vraiment des répliques des baskets réelles. Bon. Très bien. Maintenant, pour s'adapter au métaverse, ils ont aussi donné des super pouvoirs à ces chaussures. Donc, en gros, si l'avatar porte les baskets Nike, il pouvait courir beaucoup plus rapidement, il pourrait faire des sauts très, très loin. Donc ça, déjà mieux, parce que c'était adapté à l'environnement virtuel. Mais, comme Nike, c'est quand même une marque de sport, en gros, comment vous allez avoir ces super pouvoirs? Et pour avoir ces super pouvoirs en tant qu'avatar dans la vie virtuelle, il fallait télécharger une application smartphone et vous allez avoir plus de super pouvoirs virtuels quand vous marchez plus dans la vie réelle. Donc Nike voulait que vous faites du sport, que vous vous exercez, parce que c'est quand même une marque de sport, donc ils ne veulent pas vous tenter d'être devant votre écran toute la journée. Donc, et ça, pour moi, c'est ça le mélange qu'il faut faire pour rester fidèle à sa marque et quand même de rentrer dans la virtualité. Peut-être comme dernier exemple, parce que les logiques, le raisonnement fonctionnent bien évidemment. Il y a les exemples inverses où le raisonnement du monde réel fonctionne aussi dans le monde virtuel, parce que vous avez parlé entre les lignes de votre sac Gucci virtuel que vous avez, je pense, vendu pour $5 ou un truc comme ça, mais c'était une édition limitée. Et du coup, sur le marché d'occasion, enfin seconde main, ça allait jusqu'à, je pense, 3 000, 4 000 euros pour le sac virtuel. Donc c'est le même système comme pour les produits de luxe, que quelquefois ça rapporte plus sur le marché seconde main que le premier prix. Et oui, c'est toute l'histoire des smart contracts également. On y viendra tout à l'heure, Grégory promis, mais Mickaël, j'allais tourner vers vous. Je disais que vous dirigez Launchmetrics, ça a été créé en 2009, solution pour aider les marques à être plus efficaces dans leur lancement et surtout vous mesurez l'impact marketing. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, pour l'instant, le métaverse, c'est comme un défilé sans spectateurs. Carrément. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors, c'était vraiment le cas jusqu'à il y a quelques mois. C'est vrai que c'est en train de passer de l'anecdotique au remarquable. Si on regarde un petit peu l'évolution, alors juste pour remettre un peu de contexte, on a une plateforme qui mesure l'impact de plus de 5000 marques dans le domaine de la mode, du luxe et de la beauté, auprès des médias traditionnels, des médias en ligne et puis des réseaux sociaux. Donc globalement, on mesure l'impact de ces marques auprès de 2 à 3 milliards de consommateurs en incluant les Chine. Et donc, quand on mesurait l'impact juste de discuter de ce qui se passait autour du métavers, des NFT il y a 6 mois, c'était dérisoire. En quelques mois, on a eu une augmentation de plus de 10 000 fois, ce qui ne s'est jamais passé. C'est-à-dire qu'en fait, on mesure bien évidemment les tendances, les évolutions, 10 000 fois en 6 mois, ça n'est jamais arrivé depuis que Launchmetrics existe. Donc là, on est sur quelque chose de remarquable. Quand on regarde un petit peu l'impact de la Metaverse Fashion Week, aujourd'hui, alors incomparable avec une Fashion Week comme celle de Paris, mais on est quand même sur un chiffre que je peux partager qui, en termes d'impact médiatique aujourd'hui, à peu près de l'ordre de 30% de la Fashion Week de Londres. Donc c'est assez considérable en tant qu'audience entre le néant et ce qui se passe aujourd'hui. La collaboration Fortnite-Balenciaga, je pense qu'en termes de... Enfin, si on essaye d'assimiler ça à quelque chose de traditionnel qui peut être considéré comme le fait de mesurer l'impact d'un produit dans le cadre d'une lancement de collection,
On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est de l'ordre quasiment de l'impact d'un défilé dans une Fashion Week comme celle de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, juste cette collaboration, elle est aujourd'hui au niveau de l'impact et de la médiatisation d'un défilé dans une Fashion Week comme celle de Paris. Et ça, donc on est passé vraiment, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, de l'anecdotique à quelque chose qui devient assez notable. Alors après, quels sont les scénarios qui marchent le mieux? Bien évidemment, il y a le lancement et le lancement hybride, donc avec l'intégration des NFT. Donc là, c'est à chaque fois qu'il y a un lancement avec NFT et, on va dire, membership un peu spécifique, là, l'impact est assez considérable. Je suis pas capable d'expliquer pourquoi, mais en tout cas, c'est la réalité aujourd'hui. Ce dont on se rend compte au niveau de... Si on fait le lien avec les placements de produits traditionnels, à chaque fois qu'on est sur des skins, à chaque fois qu'on est sur effectivement des collections particulières, là l'impact est assez gigantesque. Là où, en revanche, on a un peu de mal à trouver le modèle, c'est sur le partage de contenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les technologies qui permettent de partager du contenu, les places où on peut partager du contenu, elles ne sont pas encore au niveau qu'elles devaient être. Peut-être que dans le futur, on peut imaginer que l'endroit où on va partager du contenu, on va diffuser du contenu en tant que marque, ça va être sur les wallets. Et qu'on va avoir une fusion peut-être encore plus grande entre on va dire la monétisation, le stockage des actifs et puis les contenus. Donc ça, c'est vraiment le sujet sur lequel encore aujourd'hui, il n'y a pas une maturité qui est très énorme. Mais au global, on est sur une évolution x 10 000 et je pense que là, la tendance est encore en train de s'accentuer. Et c'est intéressant ce que vous dites, ça va vite, très vite. François Goron, vous êtes un petit peu sceptique. La question c'est est-ce que ça va être suffisamment utile à suffisamment de gens, tout ça, pour qu'il y ait des investissements? On a le droit de balancer une bombe nucléaire tactique sans avoir une réponse de l'OTAN, ouais, c'est... Vous pouvez, après chacun aura un droit de réponse. Bon, oui, moi je suis un peu, comme vous le rappeliez fort justement, j'ai commencé ma carrière dans les années 90 dans la Silicon Valley, vous avez bien compté, ça fait 30 ans. Donc j'ai fait de la recherche là-bas, après j'ai fait une boîte informatique qui a été rachetée par Dassault Systèmes, donc la réalité virtuelle ils connaissent bien aussi. Donc ce qu'on appelle des hype cycles, c'est-à-dire des choses qu'on survend avant que ça se casse la figure et que ça finisse par arriver vraiment, mais pas du tout, on l'attendait. J'avais vu quand même un certain nombre. Et là on est vraiment là-dedans. Mais il y a une grande différence. Si vous regardez comment est arrivé l'Internet, les plateformes mobiles aujourd'hui, fondamentalement, ça s'est construit sur des plateformes publiques financées par la DARPA, les gouvernements américains, avec un écosystème d'entrepreneurs et beaucoup d'argent privé, de capital risque, et des gens qui avaient l'ambition de devenir soit Facebook, soit Google, soit etc. Et finalement, c'est la sélection naturelle, le darwinisme, qui a fait émerger la bonne plateforme et qui a inventé le usage. Par exemple, les communications sociales sur Facebook ou la photo sur Instagram, pour que ça dure, ou d'autres. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène extrêmement différent, si vous regardez bien. Le fait d'avoir multiplié par 10 000 l'audience quand on part de quasiment zéro, je ne sais pas bien comment il faut l'interpréter. Par contre, 30% de l'attendance, comme on dit en français, de l'audience physique à un événement par rapport à une audience virtuelle, c'est à comparer à un concert des Pink Floyd avec les ventes de disques. Je veux dire, il n'y a pas 30% de ventes de disques par rapport aux gens qui sont à un concert, donc là aussi il faut relativiser. Mon point, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle du métaverse tel qu'on en parle, et d'ailleurs les gens autour du panel sont représentatifs de ça, c'est une initiative de grands groupes, de grandes plateformes qui sont à la recherche de relais de croissance. On n'est pas du tout dans cette myriade d'écosystèmes de start-up baignant dans le capital pour inventer un parmi 100 la plateforme de demain. D'ailleurs, les pubs sur Instagram de Meta pour le métavers sont assez maigres, il y en a 2. Et tous les gens auxquels je parle ont vu les mêmes 2. Il y a effectivement les chirurgiens vont répéter 100 fois les opérations avant d'opérer. J'espère qu'ils le font déjà. Et ça va révolutionner l'éducation de l'histoire. Alors je suis absolument persuadé que la réalité virtuelle, je ne parle pas du métaverse, il y a une vraie différence. La réalité virtuelle va révolutionner un certain nombre de secteurs, par exemple la culture.
J'ai fait récemment l'exposition à l'Institut du Monde Arabe sur Khéops, qui était absolument extraordinaire. Une expérience, je pense, qui est bien supérieure à ce que vous pouvez avoir si vous avez monté aujourd'hui sur la pyramide de Khéops. Vous pouvez vous balader à l'intérieur de la pyramide, autour du champ du roi, de la chambre de la reine. C'est un truc unique. Donc je suis absolument persuadé que la réalité virtuelle va trouver des applications dans énormément de monde. Dassault Systèmes le dit depuis bien suffisamment longtemps. En revanche, je suis beaucoup moins persuadé que ça va marcher de la manière qu'on pense et avec les acteurs qu'on pense. Et en particulier, j'ai noté avec intérêt que Clara disait qu'il fallait pouvoir que les gens se baladent à l'intérieur de la plateforme Meta entre les mondes, mais pas dans celle que va avoir Apple, avec laquelle ils vont se tirer une guerre à couteau tiré. Donc, fondamentalement, avec des milliards de dollars déversés d'investissement, si on avait fait la même chose sur le capital risque avec des startups, etc., je suis sûr que déjà des usages auraient été inventés qui me feraient un peu plus croire au truc. Alors là, je suis en train de dynamiter le machin, mais comme j'ai un côté français pascalien, je peux faire aussi le truc. Et si jamais ça marche, je pense que ça va être pire. Mais je... Allez, droit de réponse, Clara. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous répondez? Je dirais que très bien pour les autres plateformes qui vont créer leur propre monde, mais je pense que, notamment dans les annonces qu'on a fait, du coup c'est avant-hier, c'est très frais, c'était le mot d'ordre, c'était l'ouverture. Donc qui dit que dans la roadmap à terme, il n'y aura pas une ouverture des différents mondes, des différents univers. Déjà, je suis peut-être un petit peu utopiste. Déjà, si les SMS, on peut les envoyer entre Android et... Voilà, c'est les mêmes Rien que les SMS, ils n'y arrivent pas. Alors le reste... Voilà, mais ça, je ne veux pas répondre à la guerre iPhone, Android. J'entends bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites, vous allez sans doute vers cette ouverture. Non, c'était vraiment le mot d'ordre de Meta aujourd'hui, c'est l'ouverture. C'est-à-dire, c'est aussi donner la possibilité à des créateurs d'intégrer, donc là je parle au sein de nos plateformes, bien sûr, mais de créer des tout nouveaux mondes, et entre ces différents mondes de pouvoir justement circuler. Après, je voulais revenir juste sur le point de la Metaverse Fashion Week. Juste que je comprenne, c'était 30% en media value ou 30% en attendance? Media value. Oui, media value. Donc ce que vous dites sur l'attendance, c'est pas nécessairement correct. Je comprends sur le media value. Qui est 30% de media value pour la Metaverse Fashion Week, qui était la première Fashion Week qui a eu lieu sur Decentraland, si je suis au fait mes fiches. Decentraland, qui est une autre plateforme, qui un jour peut-être sera connectée à la nôtre. Tout comme Roblox ou Sandbox ou toutes les différentes plateformes qui existent aujourd'hui ou pas. Ça sera donc une guerre de pensée, mais en tout cas, pour ce qui est intéressant pour Metaverse Fashion Week sur Decentraland et le media value qu'ils ont eu, c'est que c'est la presse qui en a parlé. C'est tous les médias qui en ont parlé. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a quand même eu envie et besoin d'en parler. Et les gens étaient curieux. Certains y ont eu accès. Et d'ailleurs, en l'occurrence, il y avait à la fois la possibilité d'y avoir accès en VR et en desktop. Parce que Decentraland là-dessus est très avancé. Voilà, j'enlève un peu mon chapeau méta, mais c'était la possibilité de le voir sur votre ordinateur. Donc ça, déjà, ça montrait cette envie d'autres plateformes aussi de pouvoir démocratiser. Maintenant, est-ce que c'est la même chose qu'une Fashion Week en physique avec l'expérience justement de pouvoir se voir, de se rencontrer? Je pense que ça apporte. Bien sûr que non, mais en fait, je pense que le point positif derrière tout ça, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé sur le digital il y a quelques années, avec, on va dire, le scepticisme qu'il y a eu la plupart des marques et des acteurs pour aller vers le digital, on n'observe absolument pas ce même mouvement vis-à-vis du Web3 et du Metaverse. On est à l'inverse. Il y a une vraie appétence, il y a un vrai intérêt. Il y a du scepticisme, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais je dirais que de manière généralisée de l'audience, on est plutôt vers un intérêt fort et une volonté de comprendre. Qui retranscrit d'ailleurs au travers de la médiation. Je vous laisse la parole tout de suite, Andreas. Juste une précision, Giovanna des Decentraland, qui dirige Decentraland, sera là pour la dernière table ronde cet après-midi. Donc je vous invite à revenir ce soir. Et puis, elle est... Les médias, c'est évident, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et je compare ça avec, et ça revient à ce que François disait sur le hype cycle. En 2007-2008, quand il y avait Second Life, c'était partout dans les médias. Et 2 ans plus tard, c'était plus là. Donc je pense pas effectivement que ce sera la même chose avec le métaverse, mais c'est le buzz,
d'abord qui crée cette attention par intérêt par les médias. Après, est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée? Est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose à faire dans le métavers? Est-ce que c'est les industries créatives? Est-ce que c'est le monde professionnel parce qu'on ne peut plus avec Zoom et on veut avoir des réunions virtuelles dans le métavers? Donc ça, c'est une autre question. Mais avec la valeur de média, il faut être prudent avec ça. Juste rebondir, 1 ou 2 ans dans une transformation qui va prendre une génération. 25, 30 ans. Donc oui, je suis d'accord avec François, on ne sait pas trop où ça va. On sait qu'il y a des briques technologiques qui ont le potentiel de créer de nouvelles expériences, et même l'acteur leader du sujet n'avait pas de jambes jusqu'à il y a encore 3 jours. Donc ça montre, pour moi c'est l'équivalent de juger le mobile et Internet à l'aune de ce qu'on a fait avec le Minitel. Parce que c'est vraiment, en se disant, Minitel, c'est quand même pas terrible, c'est un fond noir avec des lettres en vert. C'est pas connecté Minitel. Et c'est pas connu. Et donc il faut se dire que c'est un changement qui va prendre une génération. Et du coup, on est, 1 an dans un changement qui va prendre 25-40 ans. Donc, on essaie des choses, certaines vont marcher, d'autres pas marcher, on va itérer. Et c'est vrai pour les gros acteurs technologiques. Et François, je te garantis, il y a énormément de fonds de venture capital qui est investi dans des startups de Web3 incroyablement innovantes. Et je suis sûr que certains gros acteurs tech vont réussir à trouver le cas d'usage qui va fonctionner pour elles. Et je suis convaincu d'immenses startups vont émerger de ce truc. Mais c'est encore très tôt pour dire ce que ça va être. Donc il faut être très humble par rapport à ça. Et le deuxième point que je voulais faire, qui rebondit sur peut-être un des points qui était fait en introduction, quand on parle de métaverse, de ces mondes virtuels, il y a un côté un peu anxiogène de on va passer notre temps avec un casque au visage et ça va être horrible. Non, je pense que c'est... Pardon ? Ouais, il fait peur, ça. Mais justement, je pense que c'est comme quand on disait le e-commerce va tuer tous les magasins. Non, c'est quelque chose qui est complémentaire et donc on mettra un casque quand on voudra vivre des expériences du type la pyramide de Khéops. Je l'ai faite en plus, je l'ai oublié. Et on ira dans un magasin, on ira voir de vrais amis et prendre un verre avec eux. Donc ça va pas forcément, faut pas voir ça de manière blanc et noir, de l'un va remplacer l'autre. C'est des choses qui vont être extrêmement complémentaires et les cas d'usage vont se révéler à mesure qu'ils créent de la valeur pour les clients, pour les sociétés. Je vous donne la parole, Clara, mais je voudrais juste une dernière question avec vous, Grégory. Aujourd'hui, c'est 15% du e-commerce, je crois, au global chez Kering, 15% du chiffre d'affaires par rapport, pour revenir aussi sur ce que disait Andreas tout à l'heure, le luxe était un petit peu à la traîne, pour le dire poliment, sur le e-commerce au départ, justement, où ils faisaient peut-être les choses assez basiquement. Est-ce que là, fort de cette expérience, justement, vous avez dit, bon, là, il ne faut pas qu'on rate le train, il faut qu'on comprenne et qu'on soit dès la naissance, même si c'est uniquement naissant, pour être plus efficace et pour mieux comprendre et pour être à l'avant-scène de ces innovations-là et de ces nouveaux mondes. Alors, je me dois de réagir sur le terme de à la traîne. Parce que... C'était provocateur, j'entends bien. Et ça, vous avez réussi votre effet. Je suis provoqué. Donc, je dirais pas qu'on était à la traîne. Gucci a créé son site web, son site e-commerce en 2001. D'accord ? Et je pense que et c'est vrai qu'on n'a pas forcément investi autant que d'autres industries dans le e-commerce très tôt. Pas parce qu'on ne savait pas, ou on ne savait pas faire, mais on n'a pas forcément vu immédiatement la valeur créée pour nos clients. On donne des expériences qui sont probablement les meilleures de toutes les industries dans nos magasins. D'accord ? Vous rentrez dans un magasin de l'une de nos maisons. C'est sur le Web3. Je parlais tout à l'heure de la créativité qui est permise grâce à l'unicité qu'on a réussi à créer avec les NFT, ces sentiments de communauté qu'on arrive à créer autour de collections de NFT, et ce sentiment de rareté sont des valeurs qui sont très proches de ce qu'on cherche à faire dans le luxe. Et du coup, naturellement, certaines de nos maisons se sont appropriées cette technologie, plutôt peut-être que d'autres maisons, pour essayer de créer de nouveaux produits, engager des communautés autour de nos maisons. Donc quand on voit l'intérêt pour nos clients et pour notre activité, on investit et on met à profit tout notre talent créatif de nos équipes au niveau du groupe, au niveau des maisons, pour faire avancer ces sujets pour notre groupe. Merci Clara, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste rajouter sur les problématiques d'ouverture et d'interopérabilité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, une plateforme comme Meta, on a la possibilité d'avoir des salles de réunion en Metaverse, donc sur Horizon World.
Maintenant, aujourd'hui, quand vous faites une réunion et vous n'êtes pas forcément au bureau, quelle application vous utilisez? Zoom, Teams. Bon, avant-hier, l'annonce qui a été faite, c'est qu'en fait, Meta sera en partenariat avec Microsoft et sera en partenariat avec Zoom pour justement pouvoir intégrer nos outils de Metaverse aux outils de Zoom et aux outils de Teams. C'est ça l'interopérabilité aussi. C'est que demain, dans le futur, non, vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, l'idée, c'est que justement, pour pouvoir faire vos Zooms, vous allez pouvoir aussi y avoir accès dans des salles de réunion qui sont en fait powered by Meta, qui sont nos salles de réunion qu'on appelle Workroom. Et idem pour Teams. Et d'ailleurs, la volonté aussi pendant ce partenariat, c'est que par exemple le pack Office, donc que vous utilisez, Excel, Word, etc., soit disponible sur les plateformes de Horizon World si vous souhaitez travailler dans un espace de groupe et justement pouvoir déployer un sheet, un Excel sheet, la possibilité vous sera ouverte. Donc c'est aussi ça, cette idée d'ouverture, justement de pouvoir mieux connecter les individus. Là c'est dans le cas du travail, mais ça s'applique aussi demain sur des outils de design pour les créatifs. Mais c'est un peu un exemple concret qui peut exprimer un petit peu plus. Et on comprend bien, il va falloir, ce que vous faites déjà depuis tout à l'heure, faire un peu de pédagogie, d'éducation, d'acculturation les uns et les autres à votre niveau. Andreas, qu'est-ce que vous dites aux étudiants à l'ESCP par rapport à tout ceci? Est-ce que vous dites qu'il faut absolument se pencher dessus, regardez-le par cet angle-là, par ce biais-là? Qu'est-ce que vous leur dites? Non, enfin, déjà, faut voir qu'il y a deux types d'étudiants. Il y a un groupe qui sont extrêmement intéressés par ce sujet-là, la virtualité, le métaverse, effectivement pour les startups, enfin l'idée de startups. Ce sont des gamers qui sont habitués, donc eux, effectivement, ils vont se lancer. Et même si moi je dis que même sans... de toute façon, ce que je dis, enfin, bon, c'est pas un grand valeur, mais pour eux. Mais il y a un autre groupe, et ça, je trouve ce groupe beaucoup plus intéressant. Oui, intéressant, parce qu'il y a un groupe aussi qui se lasse complètement de ces sujets-là, et pas seulement du métaverse, de la virtualité, mais des réseaux sociaux, enfin si c'est Instagram, Facebook, etc. Parce qu'elle se dit non, on n'a pas envie de vivre notre vie dans le numérique, justement en virtuel, on veut vivre vraiment notre vie. Donc il y a de plus en plus, enfin moi j'ai l'impression, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont même plus sur les réseaux sociaux, plus du tout. Donc, faut voir. Et c'est pour ça peut-être qu'effectivement, dans le futur, il y aura le monde et tout le monde prend les avantages, les désavantages et les adapte à son contexte personnel. C'est intéressant. François, évidemment, vous souhaitez réagir à ceci. Arnaud, je vous fais réagir après. Oui, effectivement. Je pense que enfin, dans le monde du luxe et des marques, c'est vrai que c'est moi j'appelle ça des attributs d'appartenance tribale. Hein. Et souvent, les générations se construisent en opposition aux générations précédentes. Donc, des marques qui étaient super fashionable pour la génération d'avant, par exemple Burberry, ça a été, puis ça a été plus, puis ça revient. Bon. Donc, je pense que le rapport au digital et les cures de désintoxication que tout le monde ici a envie de faire pourra être un marqueur générationnel de la génération suivante. Donc, quand tu dis, Guéric, que ça va prendre 25 ans, je ne suis pas sûr que ça résistera d'abord à l'elephant in the room, qui est les problèmes énergétiques, parce que le métaverse et la réalité virtuelle, ça demande énormément d'énergie. Alors, il y a des annonces sur le côté vert, etc. Mais enfin, l'énergie, c'est de l'énergie. Enfin, elle peut être vert pour une partie de l'univers, du coup, elle devient moins vert pour le reste. Donc, bon. On en parlera avec Digital for the Planet. Voilà, c'est quand même un vrai sujet. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il se peut très bien que la génération suivante considère que les réseaux sociaux, l'addiction au téléphone portable, etc., est un truc totalement has-been, quoi. Et que les youtubeurs et les qui aujourd'hui sont les stars du moment seront vraiment les repoussoirs de demain. Enfin, il n'y a rien qui dit que ce ne sera pas le cas. Donc, voilà, c'était ça, moi, que ça m'inspire. Arnaud, sur le côté acculturation, éducation, c'est ce sur quoi vous étiez arrêté tout à l'heure, c'est que ça peut servir à ça aussi. Oui, moi je vais déjà rebondir sur ce que vous disiez. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que si on considère que le métaverse,
c'est juste une reproduction de la vie réelle dans un autre monde, c'est là où on va avoir le risque justement d'avoir une déperdition d'audience, une déperdition d'envie. Donc oui, acheter un sac virtuel, se maquiller virtuellement, c'est sympa, mais ça a des limites en fait. Il faut à un moment donné considérer, enfin nous c'est notre approche, considérer le métaverse comme pouvant proposer au contraire des expériences qui ne sont pas accessibles en réel, pour du coup avoir un point de différenciation. Et une de ces expériences-là, ça va passer sans doute par l'éducation et par le dévoilement, j'allais dire, des coulisses ou le dévoilement de choses qui aujourd'hui ne sont pas accessibles dans la vie réelle à la plupart des gens. Notamment, c'est ça qui est intéressant. Alors, vos avatars viennent d'avoir des jambes, ils n'ont pas encore de nez. Donc, quand on est dans le monde du parfum, c'est très compliqué. Mais justement, on s'est retrouvé nous, face à cette problématique du e-commerce. Alors, si vous pensez que le luxe a été en retard, je ne vous raconte pas le monde du parfum dans le e-commerce. Évidemment, parce que acheter du parfum quand on ne peut pas le sentir, c'est très complexe. Sauf qu'aujourd'hui, justement, avec le Web3 et avec des artistes, justement, qui créent des NFT en mouvement, en dynamisme, et qui donc peuvent déclencher des sensorialités complètement différentes, ou à travers des expériences augmentées dans le métaverse, on peut, parce qu'on appelle des systèmes de synesthésie, c'est-à-dire en fait en déclenchant finalement à travers des émotions, des couleurs et de la visualisation, on peut déclencher une impression olfactive. Et donc nous, ces outils vont nous servir pour éduquer au monde de l'olfaction et pour faire que ce qui a échoué dans le Web 2 et dans le e-commerce avec le parfum devienne enfin une réalité et une future opportunité business dans le Web 3. Alors je suis désolée, Jean-Pierre Blanc vient de faire comme ça, mais j'aimerais quand même une minute et puis une question. Non, François, j'ai plus le temps, pardon Michael, juste parce que vous travaillez avec l'université de Côte d'Azur à Cannes, juste en une minute. Samira qui est avec moi aujourd'hui. Effectivement, on travaille sur plusieurs axes. On a un master sur tout ce qui est luxury tech, dans lequel, bien évidemment, le Web3, la blockchain, le métaverse est au cœur du cursus. On travaille également avec des programmes de recherche pour essayer de reproduire dans le digital une sorte d'analyse de l'impact émotionnel. C'est également le cas avec des sociétés de parfum. Donc en fait, je pense que ces deux sujets, le Web3, l'impact émotionnel, comment est-ce qu'on reproduit l'impact émotionnel de la vie réelle dans le métaverse, sont au cœur des problématiques des marques de luxe. Et c'est au cœur du cursus qu'on aura le plaisir de vous présenter. Les quelques minutes après. Merci beaucoup. Et Grégory, vous avez 42 000 personnes à acculturer. Oui, ça m'occupe pas mal. Et en une minute, comment vous faites ? Eh bien, on a créé ce qu'on appelle, une des choses qu'on fait, hein, il y a énormément de choses qui se passent au niveau des maisons, mais la façon dont on les accompagne au niveau du groupe, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle le Kering Imagination Lab. Pas mal comme nom. Merci. Ça vient de Empowering Imagination, qui est notre raison d'être chez Kering. Ça fait qui ? C'est vrai, j'y avais pas pensé. Bon, en tout cas, ce qu'on y fait, c'est qu'on essaye de sensibiliser l'ensemble de l'organisation, de ces 42 000 personnes, aux sujets digitaux, et on le fait de plein de façons différentes, en faisant venir des intervenants qui viennent parler d'un certain nombre de sujets digitaux qu'on retransmet dans l'ensemble de la société. Meta est venu parler d'ailleurs justement de la métavers. On fait venir des entrepreneurs qui viennent nous parler de nouvelles tendances. On fait des hackathons où on fait appel à l'intelligence collective de nos collaborateurs pour essayer d'inventer de nouvelles expériences et créer de nouvelles idées sur des sujets qui sont importants pour le futur du luxe. On a également créé des jeux pour sensibiliser tout le monde au monde des NFT. Donc on a plus de 2000 personnes qui sont inscrites et qui sont passées au travers de toutes les grandes étapes du Web3. Donc elles ont créé un compte sur Discord, elles ont créé un NFT, elles l'ont airdroppé sur leur crypto wallet. Enfin, pour ceux qui ne comprennent pas, venez me voir à la fin de la session. Voilà, donc c'est toute une série d'initiatives. On a même une plateforme d'innovation sur laquelle on teste de nouvelles idées auprès de vrais clients qui sont un peu des bêta-testeurs et qui nous permettent comme ça de tester de nouvelles idées, de sensibiliser et d'impliquer l'ensemble de l'organisation derrière ces opportunités pour ensuite elles puissent être déployées dans l'ensemble de nos maisons pour celles qui fonctionnent. Merci beaucoup. J'avais encore plein de questions pour vous, mais c'est la règle du jeu. Pascal, oui, je te donne le micro. Profite de la position particulière pour prendre l'avantage comparatif illégitime. J'ai une remarque et une question, mais je pense qu'il sera difficile de répondre en 2 minutes à cette question. Donc c'est une question pour les déjeuners et une question pour tout le monde. J'ai l'impression qu'on est, comme le dit François, le tout début de tout ça. Au tout début de tout ça. C'est même pas la fin du commencement.
Parce qu'au fond, la question, c'est la question, pour revenir sur Stephenson, c'est la question de la convergence du monde réel et du monde virtuel. Et à mon sens, il y a une remarque et une question. La remarque, c'est qu'il y a, à mon sens, un horizon indépassable, qui est que de supposer que ces deux mondes se confondent, suppose qu'on continue d'adhérer à la disjonction du corps et de l'âme. Puisque le monde virtuel, c'est le monde de l'âme, de l'esprit, mind, et le corps, le physique, n'y rentre pas, ou modérément. Et je vais y revenir. Et donc cette tendance-là, qui est juste d'un côté, cette tendance post-cartésienne, elle rentre en contradiction avec tous les discours consistant à dire qu'il faut prendre soin de son corps, à tous égards. On ne va pas faire du yoga tout de suite, mais je veux dire, pour montrer qu'il y a une articulation, que cette disjonction n'a pas de sens. Exactement. Voilà ma remarque. Ma question, est un peu délicate, c'est que pour aller plus loin, ça va déjà très loin, mais pour que le monde virtuel et le monde qu'il est commun d'appeler réel, parce qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, c'est pas très grave, soit véritablement homothétique, le plus homothétique possible, il faut qu'il y ait une correspondance sensorielle. Or, aujourd'hui, on en est bien loin en matière de reproduction digitale des sens. L'ouïe, ça marche de ouf. Parfait. Bon. La vue, il y a des énormes progrès qui ont été faits, notamment pour le typage virtuel en 3 dimensions, etc. Le toucher, les technologies haptiques, il y a des trucs absolument passionnants, mais c'est juste balbutiant. Le goût, il y a des choses hyper intéressantes, mais c'est aussi balbutiant. Alors ma question, puisque s'il en faut une brève, c'est sur la technologie olfactive. Où en est-on technologiquement? Parce qu'il y a des choses absolument passionnantes qui se font là encore, des startups, des recherches, etc., etc. Sachant que si on opte pour le sens du mouvement, donc le 6e sens, il y a déjà des choses, et il suffit d'avoir joué à la Wii un certain nombre de fois il y a un certain nombre d'années pour savoir que déjà il y a des choses qui peuvent s'intégrer à ça. Donc ma question c'est, quelle est votre perception du niveau technologique de correspondance virtuelle potentielle, avec peut-être l'exemple de l'olfactif, puisque là vous êtes obligé de faire de la transposition, mais pas de la translation. Donc si on se fait taper sur les doigts, c'est de la faute de Pascal. Oui, c'est pas un genre de... On y va, et avec grand plaisir pour vous écouter. Je vais répondre, si je peux, en fait, d'un point de vue technologique aujourd'hui, sur le sens de l'olfaction. Je vais pas vous mentir, c'est de la science-fiction. S'imaginer que demain on aura tous un casque qui diffusera des odeurs d'une complexité absolue. Aujourd'hui, on est capable de diffuser des odeurs qui restent simplissimes, donc très loin d'un parfum de luxe qui est hyper complexe. Oui, on peut commencer aujourd'hui à diffuser des odeurs assez simples avec des cartouches, etc. Mais ça reste, j'allais dire pour le coup, très lourd en termes de technologie et absolument dans des stades, j'allais dire, de prototypage. Par contre, ce qui est intéressant justement, c'est que je ne crois pas que les deux mondes vont se superposer et se mimiquer exactement. Pour moi, l'avenir du métaverse, c'est au contraire d'être une prolongation, un ajout d'un nouveau monde à un monde existant. Je suis pas sûre qu'il faille absolument s'imaginer que le monde virtuel doit être une reproduction parfaite du monde réel. Ça sera juste une prolongation et du coup, il va permettre d'ouvrir sur des nouveaux champs des possibles par rapport au monde réel. Et dans l'olfaction, c'est exactement ce que vous disiez, on est obligé aujourd'hui pour y arriver, et on peut le faire dans le monde virtuel alors qu'on n'arrivait pas à le faire en Web 2 par exemple, à travailler sur la traduction d'odeurs selon les autres sens. C'est vraiment ce qu'on appelle la synesthésie. Aujourd'hui, chez Givaudan, on a racheté une startup qui s'appelle Mirici, qui a monté un algorithme qui permet en fait de traduire les odeurs en couleurs et en émotions. Et donc du coup, on est capable aujourd'hui sur n'importe quelle fragrance de projeter une carte d'identité colorielle et émotionnelle qui va servir après, quand c'est bien utilisé, à des artistes du Web 3 pour créer du coup une mise en volume, une mise en mouvement et une mise en dynamique de ces cartographies sensorielles qui vont permettre de créer des œuvres d'art beaucoup plus immersives et qui vont déclencher par synesthésie le sens olfactif alors que lui-même ne sera pas stimulé directement. Intéressant. François? C'est vraiment passionnant. Mais pour agir, je vous avais promis que je lui donnais plein de raisons pour dire que le métaverse allait se planter et que la réalité virtuelle allait marcher. Et si ça marchait, ça serait pire. Et ben, en fait, je pense que ce que tu viens d'expliquer, je trouve absolument fascinant, c'est la première pierre de la substitution d'objets physiques à des expériences. Et si le métaverse marche, ce qui va... disons, c'est la graine de l'ubérisation de l'industrie du luxe physique, de la mode physique,
par des expériences. Au lieu de posséder des objets, on va avoir des nouvelles expériences. On parlait, on a fait ici tous les deux l'exposition de Kéops. C'est aussi puissant comme résultat et aussi durable que le fait de porter un truc ou de posséder un objet. Donc les expériences, et je suis absolument en phase avec ça, je pense que c'est vraiment l'angle sous lequel il y a l'aspect social, mais il y a l'aspect expérience, et avoir des expériences extrêmement puissantes et nouvelles, c'est vraiment pour moi, si ça marche, un truc extrêmement dangereux pour toutes les industries établies qui reposent sur la maîtrise du circuit de distribution physique ou même virtuel d'objets physiques. Donc nous laisser là-dessus. Grégory, vraiment le mot de la fin? Oui, parce qu'on peut pas On terminer ne peut là-dessus. pas terminer là-dessus, on est d'accord. Sinon, franchement, c'est un peu flippant. Non, mais je pense que, encore une fois, je suis complètement d'accord sur le fait que les expériences peuvent être dupliquées par la métaverse et la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et c'est probablement un des cas d'usage qui va se développer de manière très forte. En revanche, cette notion que ça vienne remplacer le monde réel, personnellement j'ai une opinion qui est différente parce qu'elle me rappelle les conversations qu'on avait. J'ai fait l'analogie tout à l'heure avec l'e-commerce en disant le e-commerce ça marche donc ça va remplacer les magasins. Non, le e-commerce ça marche, ça vient remplir, ça vient adresser un besoin de nos clients qui est autour de la praticité, de ne pas avoir à se déplacer. Mais les magasins continuent à exister et représentent encore 85% de notre chiffre d'affaires. Et c'est le cas dans la majeure partie des industries. Donc je pense qu'il faut bien regarder effectivement les cas d'usage. Et je pense que les expériences sont quelque chose de très très fort et ça va être une évolution. Et qui d'ailleurs va être un territoire d'expression pour nos maisons et pour les marques et pour les acteurs de la distribution. Mais je ne crois pas au fait que ça vienne remplacer ce qui fait le charme de la vie réelle et dans notre business, l'expérience qu'on offre à nos clients en magasin, la capacité de toucher, d'essayer nos produits et d'être exposé à l'émotion que représentent toutes nos collections. Parfait, Andreas. Juste une phrase parce que ça vient avant le déjeuner. Il y a un chercheur japonais qui a créé un prototype pour un écran qui est léchable et qui imite le goût de ce que vous voyez sur l'écran. Et donc voilà, donc tout est possible. Merci. Bon appétit. Sujet-là, juste après le déjeuner, donc ce sera les nouvelles règles du jeu, on parlera juridique, réglementation, avec Digital for the Planet, etc., RSE, développement durable, et création, je vous rappelle, c'est quelle heure? C'est 16h, je crois, avec notamment Giovanna de Decentraland, en tout cas en fin d'après-midi. À tout à l'heure et bon appétit.